Le scandale du lait contaminé a touché nos côtes. Un enfant atteint par la salmonellose a pu être soigné. Les consignes données par les autorités ont été rigoureusement suivies. Tous les lots suspects ont été retirés de la vente. Un peu plus de 500 millions d'euros, c'est le budget primitif voté par le Conseil régional. Il y aura quelques 200 millions pour l'investissement et 300 pour le fonctionnement. Cette plénière a coïncidé avec les 2 ans de pouvoir d'Henri Chalus. Dès 2019, il y aura plus de seniors sur le marché du travail. C'est le signe du vieillissement attendu de la population. Dans certains secteurs, ceux qui prendront leur retraite auront du mal à être remplacés. L'évolution démographique du pays posera de sérieuses difficultés. La Coupe de Noël, c'est parti aujourd'hui pour 3 jours. L'association Voile Légère veut démocratiser la pratique de la voile. Cette compétition est le cadre idéal pour la mise en place d'une telle ambition. Le reportage d'ATV est à venir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour le développement de l'actualité de ce jeudi 27 décembre 2017. Les autorités ont décidé d'ouvrir une enquête préliminaire pour connaître la vérité sur le scandale du lait contaminé. 32 enfants en France hexagonale ont été malades de la salmonellose après avoir consommé du lait fabriqué par Lactalis. Ici aussi, un cas a été repéré. Il a été soigné au centre hospitalier. Voici les explications de Linda Kayarsi. Dans cette pharmacie, plus de lait premier âge Picot. Les consignes des autorités sanitaires ont été respectées. Retrait massif donc et une suspension de commercialisation du produit pour jeunes enfants fabriqués par le groupe Lactalis. Ce que le laboratoire a fait, c'est que tout d'abord il y a Petit Junior de chez Picot qui a été retiré. Le laboratoire nous a envoyé un mail, nous a envoyé un fax. La NSM, donc l'agence du médicament, donc on a retracé l'eau tout d'abord, contacté les patients, pour savoir qui a eu quoi, afin de ne pas eu créé, et ils ont donné leur lot, on a renvoyé les sœurs. Et voilà, et ensuite, par la suite, et tout le reste avec Lactalis, c'est exactement la même chose. Ici, près d'une dizaine de boîtes de lait infantile ont été rapportées et viennent s'ajouter à la trentaine qui composent le stock de la pharmacie. Partout en France métropolitaine et les dom-toms. C'était vraiment une action complètement générale. Mais le fait qu'on puisse justement suivre tout ça, ça met quand même une certaine confiance dans la gestion du médicament et des produits de santé. Donc j'étais plutôt rassuré de savoir que même chez eux, une fois vendus, les produits, on sait où ils sont et qui les a eus. Face à ce scandale sanitaire, les grandes distributions sont aussi concernées par les mesures sanitaires. Elles doivent également retirer des rayons les lots de lait infantile contaminés. D'après l'autorité de surveillance Santé publique France, 35 nourrissons présentant une salmonellose ont été détectés après avoir ingéré le lait contaminé. En Guadeloupe, on dénombre de cas et des plaintes ont été déposées. Le Conseil régional a adopté ce matin son budget primitif 2018. Il est d'un peu plus de 500 millions. Il y aura 300 millions pour le fonctionnement, 200 millions pour la section investissement. Voici les données rapportées pour ATV Guadeloupe par Yvan Lemar qui était à la plénière ce matin. 505,11 millions d'euros, c'est le montant global du budget primitif 2018 présenté par Henri Chalus. 9 priorités régionales ont été définies: l'eau, l'énergie, l'environnement, l'aménagement du territoire, l'économie, la croissance verte et bleue, la formation professionnelle et l'enseignement, le transport et la modernisation de l'administration régionale. Nous avons perdu du temps en mettant de l'ordre, en assainissant le budget de la région, en réorganisant le personnel. Aujourd'hui, ces choses, nous n'avons pas fini. Nous allons actuellement développer vraiment la Guadeloupe, mettre en place notre programme politique, l'économie bleue, l'économie verte. Le tourisme est en augmentation, la création d'emplois. Vous avez vu aujourd'hui le nombre de jeunes créateurs d'entreprises que nous avons accompagnés. Je veux encore multiplier par 20, par 30 cela, accompagner les jeunes pour créer de l'emploi. Rappelez-vous, quand je parlais du nouveau modèle économique, on a ri de moi en 2015. Aujourd'hui, le monde parle du nouveau modèle économique, c'est que nous avions vu avant les autres. 200,38 millions d'euros pour l'investissement et 304,73 millions pour le fonctionnement. Un choix dénoncé par l'opposition qui s'est abstenue lors du vote de ce budget. Je pourrais simplement dire qu'après pratiquement 12 années d'inertie, avec une région où financièrement il y avait des moyens, on se rend compte que l'économie guadeloupéenne n'a pas été suffisamment aidée par cette région. Et donc après ces 2 années d'inertie, on constate qu'il y a quand même un semblant de vouloir faire un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément suffisantes. Parce que j'ai retenu que l'investissement est vraiment en deçà
par rapport au fonctionnement. Un investissement pas suffisamment, disons, répondant aux besoins de la population, parce qu'on a besoin d'avoir des chantiers, on a besoin de la commande publique, on a besoin que le BTP fonctionne, mais on se rend compte qu'en fonctionnement, eh bien, c'est plus de 100 000 €. Durant cette plénière, la répartition de la taxe spéciale sur le carburant prenant en compte le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre suite au recours du conseil départemental a été adoptée, comme les autres points, à l'unanimité. Ce mois de décembre marque les 2 ans d'arrivée d'Henri Chalus au pouvoir. Il a été élu en 2015 avec un peu moins de 100 000 voix des Guadeloupéens. Et aujourd'hui, nous avons voulu savoir ce que les conseillers régionaux, ses collègues, pensaient de ces 2 années passées à la tête de la région. Voici leur réponse. Aujourd'hui, après 2 ans d'exercice, nous avons redressé les finances de la collectivité régionale. Nous votons aujourd'hui un budget de plus de 500 millions d'euros pour pouvoir aider la population guadeloupéenne, les entreprises guadeloupéennes et également un soutien important en matière de formation professionnelle. Et c'est vrai qu'en 2 ans, nous avons pu assainir les comptes de la région et pour travailler pour l'ensemble de la population guadeloupéenne. Ce qui avait fait même l'essence du projet du président, notamment le transport, notamment la réduction du chômage des jeunes, parce que c'est sur ça qu'il avait été élu, le chômage, la gestion de l'eau. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'après 2 années, mais pour l'instant, rien n'a été fait. On gère le quotidien, parce qu'il faut gérer la collectivité, on gère le quotidien, mais concrètement, je ne crois pas que les Guadeloupéens remarquent qu'il y a des choses positives qui ont été faites et qu'il y a des choses essentielles qui ont été faites dans le pays. Nous avons une région qui, de mon point de vue, est saine financièrement, bien évidemment, mais saine également du point de vue, je dirais, de la vision. Elle permet d'avoir une vision claire, une vision effectivement farouche de développement et de réduire le chômage, partant donc, et aussi réduire le chômage à travers la formation, parce qu'il s'agit aussi de réduire le chômage de manière durable. Et seule la formation, c'est-à-dire la qualification des acteurs, eh bien, permet de réduire le chômage de manière durable. Voilà donc le bilan que je peux faire à grand trait brossé, bien évidemment, en cette fin d'année 2017 et à l'orée de l'année 2018. Je dirais aujourd'hui, c'est un bilan mitigé, mais qui démontre quelque part qu'il a la volonté de faire. Et nous sommes là, même en tant que minorité, pour accompagner la politique, quelle que soit la politique, mais dès que ça va dans l'intérêt de la population, pour faire en sorte qu'il y ait un mieux pour les Guadeloupéens, parce que quel que soit l'élu, minorité ou majorité, je crois que son ambition doit être de travailler pour les Guadeloupéens. Et je crois qu'aujourd'hui, que Henri Chalus a la volonté de faire, montre avec son équipe qu'ils ont de l'ambition, mais aujourd'hui il faut concrétiser les choses pour passer à la vitesse supérieure, parce qu'il y a une souffrance énorme sur le territoire de la Guadeloupe. Le vieillissement de la population produira ses premiers effets dès 2019, où les jeunes seront moins nombreux sur le marché du travail que les seniors. Voici les explications de Linda Kersi. En Guadeloupe, la participation des seniors au marché de l'emploi est de plus en plus marquée. Entre 2006 et 2013, la population active a augmenté, et ce malgré un effet négatif des migrations résidentielles. Toutefois, à l'horizon 2022, si les tendances démographiques observées récemment se poursuivent, et notamment les migrations des plus jeunes pour la poursuite des études ou le premier emploi, l'archipel perdrait plus de 7 000 actifs en 6 ans. Dans ce contexte, selon l'INSEE, la problématique du renouvellement des effectifs s'avère essentielle, notamment pour les familles professionnelles qui présentent d'ores et déjà d'importantes parts de seniors en 2013. Sont concernés le BTP ou encore l'agriculture et la pêche, dont les effectifs sont particulièrement vieillissants. Enfin, se posent également les questions du maintien en emploi et des conditions d'exercice des métiers les plus pénibles. Toujours selon l'INSEE, l'identification des métiers les plus exposés ainsi que la compréhension des mécanismes de leur mise en tension apporte un éclairage sur la recherche de l'équilibre entre d'une part les qualifications et aspirations de la population et d'autre part les besoins des acteurs économiques employeurs. Enfin, pour les métiers dits en tension, les entreprises éprouvent des difficultés à recruter. Les causes varient d'une famille professionnelle à l'autre, qu'il s'agisse d'exigences de qualifications spécifiques, d'un manque d'attractivité ou encore de la pénibilité des missions proposées.
On croyait que le passage des ouragans à proximité de nos côtes allait éloigner les algues sargasses. Eh bien, il n'en est rien. En Martinique, il faut à nouveau se mobiliser pour combattre les échouages. Le reportage d'ATV Martinique. Une invasion qui n'en finit plus. Vague après vague, les sargasses ont de nouveau pris d'assaut les côtes du Nord Atlantique. Et avec elles, leur cortège de désagréments, une fois l'algue brune décomposée. Le problème est que nous avons dormi à la marina. Nous avons dormi. Les gars dormi là, ils ont été stable là. Donc ça veut dire, les gars étaient comme ça là, ils ont abonné, donc ils ont mort les quoi. Et puis les gars ont l'ODM baraté, tout bagage ou même tout le frigidaire, tout bagage Léo. Qui voulait parler ou bien accepter. Ça on peut faire. Monsieur qui tire, il va tirer, c'est que même pas il a tiré. Et la Martinique n'est pas la seule touchée. Issue du Brésil, le phénomène serait une conséquence directe de la déforestation et de la culture intensive. Il ne devrait pas faiblir dans les petites Antilles. En mer, vous avez des volumes d'intrants chimiques, donc des nitrates, etc., qui vont favoriser le développement algal. Et comme ce développement algal est important, ces algues croissent et ensuite sont mobilisées vers, vers les petites Antilles. C'est un phénomène malheureusement auquel il faut que nous nous habituions parce que les images satellites montrent d'importantes nappes de sargasses, particulièrement au large du Brésil. Et du fait du courant des Guyanes, qui est un courant qui remonte vers les petites Antilles, nous aurons et nous accueillerons, si j'ose dire, dans les jours et les prochaines semaines, d'importants volumes de sargasses. En réaction, l'ARS a mis en place depuis 2016 un réseau de surveillance des côtes atlantiques. Une dizaine de capteurs contrôlent quotidiennement les concentrations de gaz H2S, mais aussi d'ammoniac. Ces capteurs sont essentiellement placés aux endroits, essentiellement sur la côte atlantique, dans les zones de population dense, là où on retrouve des algues sargasses, mais également sur des sites que l'on estime sensibles, à savoir au niveau des écoles, des crèches, des hôpitaux. Si on voyait un dépassement d'un seuil d'alerte qui est de 1 ppm, on relaie cette information à la préfecture qui va ensuite relayer cette information aux communes de façon à ce qu'elles puissent mettre en œuvre des opérations de ramassage des algues dans les meilleurs délais. Apprendre à vivre avec les sargasses, tout en gardant le phénomène sous surveillance, les Martiniquais vont devoir s'adapter, à l'instar de leurs voisins caribéens ou brésiliens. En attendant, au Marigot, la municipalité a annoncé un nettoyage du port dès demain. Elle a été désignée pour assurer l'intérim à la Chambre de métier et de l'artisanat. Elle a pris goût au pouvoir. Elle a décidé de conduire une liste aux prochaines élections. Nous la recevons, Madame Dominique Tacour. Bonsoir. Bonsoir. Tacour. Oui. Vous êtes donc la présidente actuelle, donc vous assurez l'intérim jusqu'aux élections. Et c'est ce qui vous a donné goût de vous présenter ? Tout à fait, j'ai pris goût à servir les artisans, j'ai pris goût à travailler pour l'artisanat. À servir les artisans ou le goût au pouvoir? Le goût à travailler pour les artisans. Le pouvoir, c'est pas du tout ma priorité, je n'y ai même pas pensé. C'est servir les artisans, travailler et redonner confiance aux artisans. Parce que la Chambre des métiers a traversé des zones d'ombre suite à l'annulation des élections pour fraude. Il a fallu en fait rétablir en fait la confiance avec les artisans. Et mais la confiance a été érodée par l'ancien président qui est plutôt proche de vous, me dit-on. L'ancien président? Non, pas l'ancien président après les élections. Je veux parler de M. Lobo. Non, parce que l'autre n'a pas eu le temps vraiment d'exercer. Que je sache, monsieur Lobo n'est pas candidat. Non, j'ai pas dit qu'il était candidat. Vous dites la confiance, il fallait rétablir la confiance à la Chambre. Donc, mais c'est pas l'éphémère président qui a posé problème, non? Pas du tout. Ça a été en fait les personnes qui étaient aux élections officielles, on dira, en novembre 2016. Il y avait les élections officielles. Et je parle des personnes qui étaient en lice, voilà, et les élections étaient annulées. Alors, qu'est-ce que vous avez pu faire à la Chambre dans votre mandat intérimaire?
En fait, j'ai eu pas mal de chantiers. J'ai dû gérer en fait la crise après Maria. Il a fallu être très réactif. Il a fallu, j'ai tout de suite appelé les instances à Paris. Le président de la PCMA, l'Assemblée permanente des chambres des métiers, a fait en fait de venir en aide aux artisans sinistrés. Et nous avons réagi urgemment. Nous avons été dans l'urgence et nous avons pu injecter un petit peu d'oxygène dans l'économie. Est-ce qu'on peut dire que tous les artisans ont repris le travail ou beaucoup sont restés à terre après ces 2 ouragans? Alors, il y en a quand même qui sont pas vraiment terre, puisque j'ai fait, moi, un travail de terrain, puisque nous sommes allés à la route des artisans. Nous avons voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Et c'est vrai qu'on a quand même des difficultés, mais nous continuons à accompagner parce que nous avons sollicité la région pour qu'elle nous donne une aide, parce que nous avons une enveloppe de 50 000 €. C'était de l'urgence. Et là, nous assurons en fait le suivi de ces entreprises de façon à ce que les entreprises qui sont qui n'ont pas encore pu vraiment démarrer, pour qu'elles le fassent. Alors, Madame Couchitacourt, vous êtes candidate, pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, pour défendre mon programme, alors en fait, mon cheval... Qu'est-ce qu'il y a d'original dans ce programme? Original. Alors, mon cheval de bataille sera d'abord, en fait, assurer une certaine, pour les entreprises, d'abord, les entreprises qui font les dossiers à l'investissement, raccourcir les délais. J'estime que les délais sont trop longs pour les entreprises en fait qui font de l'investissement, et là c'est faire un lobbying au niveau des instances de façon. Mon deuxième cheval de bataille, c'est l'apprentissage en première année. En première année, on ne trouve pas d'entreprise. Pour quelle raison? Parce que il faut payer un salaire aux apprentis, et les entrepreneurs, en fait, les artisans, n'ont pas forcément les moyens de former et quelqu'un qui n'est pas productif, le payer. Et comment résoudre ce problème? Vous allez mettre quoi en place? Quel type de structure? Pas de structure, c'est faire un lobbying au niveau de l'État, des collectivités, de façon à ce qu'elles prennent en charge la première année de salaire des apprentis. Nous, contrairement à la métropole, où ils ont des entreprises qui veulent accueillir des apprentis, mais ils n'ont pas les apprentis. Nous, on a les apprentis, on a des jeunes qui veulent faire de l'apprentissage, mais par contre, les entreprises ne peuvent pas les embaucher parce qu'elles n'ont pas de perspective. La première année, le jeune lui coûte cher, il faut le former, il n'est pas productif. Et si on prend en charge la première année, comme ça, la première année en salaire, comme ça, l'artisan, lui, il pourra se consacrer à former le jeune qui, en deuxième année, sera productif, et là, il pourra dégager. Et dans le vaste plan de formation, la réforme que prévoit le gouvernement, donnant plus de pouvoir à la région, quel rôle allez-vous pouvoir jouer dans cette perspective? Un rôle d'accompagnement. Un rôle, on va accompagner en fait les entreprises par rapport à ces nouvelles. On a des services compétents, la direction des services économiques, qui ne demande qu'à ça, accompagner les artisans. Alors la campagne continue. Pourquoi il y a autant de violence dans cette campagne pour la Chambre de métier? Violence verbale, violence... Voilà, mais vous me posez une très bonne question parce que je me la pose tous les jours. Pourquoi? Parce que la Chambre des métiers, c'est une chambre qui est là pour servir ses artisans. Parce qu'il y a de l'argent, il y a... J'aurais bien aimé en trouver parce que voilà, c'est la question. Mais moi, je ne suis pas là pour l'argent, je ne suis pas là pour le pouvoir, parce qu'à la Chambre des métiers, je n'ai jamais vu d'argent. Et peut-être qu'il y en a qui savent où c'est caché, mais moi, j'en ai jamais vu. Alors, madame, voilà quelque chose qui peut intéresser les artisans. La ville des Abîmes a décidé de relancer les travaux, la deuxième phase des travaux de la RN5, dans le cadre d'un projet global. Je vous propose de regarder la TV Guadeloupe et je vous remercie. Je vous en prie. L'ex-RN5 aux Abîmes devient route communale. Cela fait déjà plusieurs mois que les travaux ont commencé, mais de contraintes ont rallongé la durée effective de ce chantier. Requalifier, c'est redonner du sens en termes de circulation, en termes d'aménagement à une voie. Et ce que nous avons eu des difficultés d'ordre technique, caractère obsolète des réseaux, on aurait dû ne plus y être, mais compte tenu de la complexité des travaux,
finalement, on était contraint et forcé de repousser. Et puis, nous avons aussi l'arrivée des 2 cyclones, hein, qui effectivement ont contribué à ce que ces travaux soient décalés. Après plusieurs étapes, la municipalité met désormais tout en œuvre pour finaliser ces travaux dès le début de l'année prochaine. La première phase est terminée, la deuxième phase aussi, donc la troisième phase est en cours, c'est ici. Pour vous donner un ordre temporel, je dirais, pour ces travaux, d'ici fin mars 2018, on n'y sera plus. On n'y sera plus, on fait le maximum pour que ça soit réalisé en ce temps-là, dans cet espace-temps-là. La dernière partie, ça sera les travaux donc, de réseau, pour le réseau sec, les réseaux secs et humides en partie, je veux dire ça, parce qu'on va faire des traversées de la voie pour repiquer les commerçants en eau usée et en eau pluviale. La ville des Abîmes a donc amélioré les réseaux électriques et d'eau, mais également les réseaux téléphoniques. Les travaux en stand-by pour les fêtes devraient reprendre dès le mois prochain, et ce, jusqu'à mars 2018. Vous êtes sur ATV Guadeloupe, restez avec nous. Dans un instant, restez avec nous, nous partirons pour la Guyane où l'on essaye d'intéresser tout le monde au sport et nous irons sur la grève du gosier pour la première journée de la Coupe de Noël de voile. Et si l'on se mettait tous au sport, voilà une bonne résolution pour 2018 et cela nous ferait grand bien. En tout cas, en Guyane, ils y pensent. 2 sportifs ont décidé de mettre tous les jeunes des quartiers déshérités au sport. Reportage d'ATV Guyane. Ce matin, environ 90 jeunes de Makouria sont venus au circuit de karting pour une initiation avec le jeune champion originaire de la ville, Gavin Aimable. Le but, c'est d'initier les jeunes à la conduite sur piste et faire aussi de la prévention routière. Mais également, cette année, on a innové puisqu'il y a 2 autres sportifs et de montrer que, surtout en partant de Guyane, on peut devenir un grand sportif. Pour la 4e édition, 2 autres sportifs sont venus rejoindre Gavin. La golfeuse Kenya Oyufat et le premier nageur guyanais dans une université américaine, Steven Aimable. Aujourd'hui, on a énormément de jeunes qui ont un potentiel extraordinaire mais qui ne le savent pas. Parce qu'ils sont dans les quartiers et puis ils sont là et ils vont pas à l'école, ils font pas de sport. Alors que ces jeunes, on peut aller les chercher n'importe où. Ça peut être à Sinamari, ça peut être à Kourou, ça peut même être à Cayenne, la capitale. J'ai envie de dire, il y a énormément de jeunes qui ont un potentiel extraordinaire mais on ne le sait pas. Et en fait, il faut aller chercher ces jeunes-là. Il faut leur donner l'envie, il faut leur donner les infrastructures. Ils en ont, mais il faut leur donner l'envie d'aller nager. Les jeunes ont pu découvrir le sport de ces futurs champions et ont été sensibilisés à la sécurité routière. Donc la route n'est pas un circuit. Quand c'est plus grand, si vous voulez vous défouler, rouler vite, venez à un karting. Ou sinon, vous allez à un endroit bien isolé où vous ne risquez pas de vous blesser, où vous ne risquez pas de blesser d'autres personnes. Et là, vous pouvez rouler vite. Alors que la piste est inondée, cela n'a pas empêché Gavin de faire quelques démonstrations sous la pluie. La première journée de la Coupe de Noël de voile, c'était ce matin. L'association Voile Légère, qui veut promouvoir la voile en Guadeloupe et surtout démocratiser la pratique, a réussi son pari car il y avait beaucoup de monde ce matin. Reportage Anne-Elisabeth Artsen, Maurice Dexter. 63 participants pour 3 catégories ont largué les amarres pour la 7e édition de la Coupe de Noël, cette régate caribéenne de voile légère. Et cette année, nous avons des gens de Saint-Barth, des gens de Martinique et Guadeloupe. Donc les meilleurs sont là et ils vont se bagarrer pendant 4 jours. On est parti en optimiste, laser et planche à voile. On a eu 5 ou 6 éditions pendant les vacances de la Toussaint. Et on est revenu pendant les vacances de Noël parce que c'était une période plus favorable pour les compétiteurs puisqu'il n'y a pas de régate en ce moment en métropole, donc ça permet de faire une régate et de se confronter en intérim. Ça augmente d'année en année, la Coupe de Noël fait son chemin et on espère bien avoir une centaine de concurrents d'ici 2 ou 3 ans. Parmi les participants, la Martinique et ses 19 compétiteurs. La sélection fait le déplacement depuis une dizaine d'années. C'est l'occasion pour nous de faire en sorte que les jeunes se confrontent à d'autres régatiers de la Caraïbe et éventuellement de métropole. C'est parce que dans l'année, il y a 2 manifestations comme ça interligues. C'est celle du Gosier, donc la Coupe
de Noël et la semaine nautique de Schellcher. Donc nous sélectionnons les meilleurs jeunes qui vont participer donc à ces régates en vue de la préparation pour notamment des régates de niveau supérieur, dont les championnats de France entre autres. Cette Coupe de Noël intergénérationnelle permet à ces compétiteurs de 7 ans à 40 ans d'acquérir de l'expérience tout en échangeant avec les îles voisines, de quoi se préparer au mieux pour les championnats de France. Quelques infos pratiques à noter. Les coupures d'eau, ce sera jeudi 28, la zone du Gosier, de 18h à 6h du matin le lendemain. Et puis si vous voulez donner votre sang, le camion sera à l'Hyper Casino de Basse-Terre entre 8h30 et 13h. Et si vous avez des informations à faire parvenir à ATV, n'oubliez pas de nous appeler au 05 90 60 11 11. Cette édition est à présent terminée. Je vous en rappelle les principaux titres. Le scandale du lait contaminé a touché nos côtes. Un enfant atteint par la salmonellose a pu être soigné. Les consignes données par les autorités ont été rigoureusement suivies. Tous les lots suspects ont été retirés de la vente. En France, une enquête a été ouverte. Un peu plus de 500 millions d'euros, c'est le budget primitif voté par le Conseil régional. Il y aura quelques 200 millions pour l'investissement et 300 pour le fonctionnement. Cette plénière coïncidait avec les 2 ans de pouvoir d'Harry Chalus. Dès 2019, il y aura plus de seniors sur le marché du travail. C'est le signe du vieillissement attendu de la population. Dans certains secteurs, ceux qui prendront leur retraite auront du mal à être remplacés. L'évolution démographique n'est pas favorable à notre pays. La Coupe de Noël, c'est parti aujourd'hui pour 3 jours. L'association Voile Légère veut démocratiser la pratique de la voile. Cette compétition est le cadre idéal pour la mise en place d'une telle ambition. Nous avons vu le reportage d'ATV. Et puis nous avons appris ce matin le décès de notre confrère René Casimir-Jeannot, qui a fait l'essentiel de sa carrière à France Antilles, à cette magazine et aujourd'hui à Nouvelle Semaine. Nous transmettons à sa famille et à tous ses proches nos condoléances sincères. Bonne soirée, on se retrouve demain à 18h45.